Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de rester avec nous dans ce journal. Au sommet, prévenir vaut mieux que guérir. Après le drame survenu au port de Beyrouth, le gouvernement togolais a décidé de créer une commission d'inspection des magasins portuaires de stockage des marchandises dangereuses. Une réunion interministérielle s'est tenue à cet effet hier à Lomé. Bientôt, la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés au Togo, une formation en micro-planification a démarré hier à Lomé pour permettre à l'équipe des cadres des régions et districts sanitaires de mieux réussir cette opération. Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo juge illégale la candidature du président Ouattara à un troisième mandat. Elle demande également des mesures d'apaisement en faveur de son mari, Laurent Gbagbo. Et puis sport football, c'est ce soir à 19h que démarrent les matchs du Final 8 de la Ligue des Champions avec les quarts de finale. Le PSG est à l'épreuve de l'outsider Atlanta Bergame. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. Le Togo veut prévenir les risques liés à la manutention et à l'entreposage des marchandises dangereuses dans les ports du pays. Les responsables de sécurité des départements ministériels et des services concernés ont tenu une réunion à cet effet hier à Lomé. L'objectif est d'améliorer les mesures sécuritaires dont disposent les ports de Lomé et de Pébé afin d'envisager des décisions idoines pour encadrer la gestion des produits chimiques dangereux. Pour le ministre en charge de la sécurité, eu égard aux catastrophes de plus en plus récurrentes, il s'avère important de revoir la question du stockage des marchandises dangereuses dans les ports. Yark Damhan, ministre de la Sécurité et de la Protection civile. À travers le PND, l'ambition du président de la République et du gouvernement est de faire du Togo un hub logistique d'excellence et un centre d'affaires de premier ordre dans la sous-région, en faisant du port de Lomé l'infrastructure principale. Les efforts doivent se concentrer sur la sécurité et la sûreté des installations portuaires par la veille et la surveillance. C'est le lieu d'envisager des échanges plus approfondis sur tous les risques industriels et produits dangereux dans tous les secteurs d'activité industrielle de notre pays pour éviter d'être surpris. Plusieurs recommandations ont sanctionné les travaux. Il s'agit notamment de la nécessité de se conformer au code IMDE, de privilégier l'enlèvement des marchandises dangereuses au déchargement et la mise en place d'une commission d'inspection des magasins portuaires de stockage des marchandises dangereuses. Disposer de données plus exactes selon les besoins de chaque district et de chaque région pour la campagne de distribution des moustiquaires imprégnés réussie, c'est l'objectif d'une formation en micro-planification démarrée hier à Lomé. C'est une initiative du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique à l'intention des équipes cadres des régions et districts sanitaires. Juliette Camden. Les préparatifs de cette campagne de distribution des moustiquaires ont débuté depuis l'année dernière et se poursuivent. Les équipes cadres des régions et districts sanitaires sont à l'école de la microplanification. Cette formation leur permettra de dresser les besoins en matériel logistique, ressources humaines et moustiquaires de tous les villages et hameaux de toutes les formations sanitaires des districts et des régions. Environ 85% des moustiquaires sont déjà convoyés dans les régions sanitaires et cette micro-planification a pour but d'établir et de compléter le gap restant pour répondre aux besoins de chaque région. La campagne de cette année prend en compte tout le territoire national et enregistre 2 innovations. D'abord, la remise des moustiquaires, aussitôt le recensement des couchettes établi. Il est à préciser que cette campagne de distribution des moustiquaires, en plus des ménages, recense également les couvents, les orphelinats, les internats et les garnisons. La deuxième innovation de cette campagne 2020 prend en compte la digitalisation. Des applications sont développées en vue de faire des collectes électroniques qui seront centralisées sur un serveur. Cette innovation permettra de faire le point de la campagne à chaque fin de journée.
Et nous quittons santé pour l'agriculture pour parler de suivi et évaluation de la campagne agricole 2020-2021. Le ministre de l'Agriculture, de la Production animale et halieutique, Noël Koutera Bataka, a rencontré hier les acteurs du monde agricole à Guirinkuka dans la préfecture de Dangpeng. Il s'agit pour le ministre en charge de l'agriculture d'informer et d'échanger avec ces acteurs sur la campagne agricole de cette année. Atop Guirinkuka qui sème Sanda. Cette rencontre a regroupé les préfets de la région de Dakar, les représentants des producteurs, des agrégateurs, les membres du réseau préfectoral des producteurs de semences, les chefs traditionnels ainsi que les élus locaux. Le but des échanges était d'évaluer le niveau d'exécution des actions et activités sur le terrain afin de tirer les leçons et de donner de nouvelles orientations pour atteindre une meilleure performance en fin de campagne dans un contexte marqué par la COVID-19. Occasion pour le ministre d'éduquer les acteurs du secteur agricole sur le mécanisme novateur de fonctionnement de la plateforme Yolim initiée par le gouvernement à taux d'intérêt nul en riposte à la crise sanitaire afin de les soutenir. Le ministre Koutera Bataka a sensibilisé les participants sur les mesures barrières éditées par le gouvernement en riposte à la COVID-19. Au nom de ces pairs de la région de Dakar, le préfet de Dangpeng, le chef d'escadron Nyako Alonim, a remercié le ministre en charge de l'agriculture pour cette rencontre salutaire qui vient apporter des solutions adaptées aux différentes difficultés actuelles des producteurs en cette crise de la pandémie à COVID-19. Et nous sommes à présent à Kpalimé où une vingtaine de professionnels des médias publics et privés sont en formation depuis lundi dernier. Ils se forment donc sur la rédaction et la communication des informations statistiques. Une initiative de l'Institut national de la statistique. Et des précisions avec vous, Mathias Bigbini. Pendant 6 jours, les participants vont être outillés sur les pratiques rédactionnelles des informations ou des données statistiques. En effet, l'INSED, dont la mission principale est celle de réaliser des activités de production et de diffusion des données statistiques pour les besoins des différents acteurs sociaux, fait face souvent à des défis de vulgarisation des résultats de ces études. Pour relever le défi, l'Institut s'est engagé dans une dynamique de collaboration avec les médias qui sont souvent sollicités pour cette vulgarisation. L'Institut entend donc, dans le cadre de ce partenariat, organiser les participants en réseau de journalistes affûtés à la rédaction et à la communication des informations statistiques. Pour ce faire, ils ont été entretenus sur plusieurs notions relatives au cadre institutionnel et organisationnel du système statistique national, SSN, à la contribution des médias dans la visibilité des actions de l'INSED, aux différentes techniques pour élaborer des articles basés sur les informations ou données statistiques en mettant l'accent sur le message essentiel au cadre de mise en œuvre de réseaux de journalistes. Les travaux vont aboutir aux recommandations visant l'effectivité de ce réseau. Et nous poursuivons avec ce communiqué de la préfecture maritime. Selon les prévisions météorologiques et hydrographiques, la mer serait plus agitée sur les côtes togolaises durant les mois de juillet, août et septembre 2020. Ce phénomène d'agitation de la mer pourrait entraîner plusieurs impacts négatifs et risques dans l'érosion côtière, les inondations, les submersions marines, les changements dans le comportement habituel de la mer et occasionner des pertes en vies humaines et de propriétés ainsi que des dommages sur les infrastructures construites sur le littoral, dans les hôtels et les habitats. À cet effet, la préfecture maritime déconseille les baignades aux usagers et riverains de la côte et les invite à plus de prudence pour toute autre activité nautique et à proximité immédiate de la mer. La préfecture maritime recommande aux autorités locales des communes du littoral, aux populations et aux usagers de la mer une vigilance plus accrue en ces périodes où la mer est plus houleuse. Une cellule de veille est mise en place en vue de suivre de près le dit phénomène et de parer à toute éventualité. Le journal Hélène Assabi.
Hors du Togo, en Côte d'Ivoire, l'ex-première dame Simone Gbagbo a pris la parole hier pour défendre son mari, l'ancien président Laurent Gbagbo, toujours en Belgique, où il attend un passeport pour rentrer dans son pays. Simone Gbagbo a également jugé illégale la candidature du président Ouattara à un troisième mandat. Juliette Kamdé. Le point levé, Simone Gbagbo est arrivée dans une posture conquérante. Après avoir demandé des mesures d'apaisement en faveur de son mari, Laurent Gbagbo, la vice-présidente du FPI s'est ensuite attardée sur le cas d'Alassane Ouattara, citant la Constitution ou encore des collaborateurs du chef de l'État. Elle juge sa candidature à un troisième mandat illégal. La candidature de M. Alassane Ouattara n'est pas recevable. Un chef de l'État ne doit pas se dire et se dédire, surtout devant la nation. Le respect de la parole donnée doit plus que jamais être observé en politique, a-t-elle affirmé. Proposant des négociations, Simone Gbagbo a d'ailleurs tendu la main vers le pouvoir en déclarant que rien n'était pas encore perdu et qu'ensemble, il était possible de bâtir une Côte d'Ivoire forte, juste et apaisée. Rappelons qu'il y a quelques jours, des petits groupes de partisans de l'opposition ont manifesté dans les rues d'Abidjan et dans plusieurs villes du pays contre la candidature d'Alassane Ouattara. À 3 mois de l'élection, la situation politique se crispe déjà. Les partisans du RHDP appellent au calme et se disent légalistes. À ce titre, ils fustigent les manifestants et encouragent plutôt leurs opposants à faire des recours judiciaires s'ils le souhaitent. Au Soudan du Sud, au moins 127 personnes ont été tuées ces derniers jours dans des affrontements entre soldats et jeunes d'une communauté locale qui refusait de se prêter à une opération de désarmement. 82 civils ont été tués dans ces heures et 45 soldats de l'armée, a déclaré le porte-parole. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, a annoncé hier avoir choisi la sénatrice noire Kamala Harris, 55 ans, pour défier avec lui Donald Trump dans les urnes le 3 novembre prochain et devenir, en cas de victoire, la première femme vice-présidente des États-Unis. Joe Biden et Kamala Harris s'exprimeront ensemble aujourd'hui à Washington, dans l'État de Delaware, le quartier général du candidat démocrate. Kamala Harris devient ainsi la première femme noire sur un ticket présidentiel dans l'histoire des États-Unis. Allons à la découverte de la nouvelle colistière avec Geneviève Pognon. Fille d'immigrés jamaïcains et indiennes, Kamala Harris accumule les titres de pionnière. Après 2 mandats de procureur à San Francisco 2004-2011, elle avait été élue 2 fois procureur général de Californie 2011-2017, devenant alors la première femme, mais aussi la première personne noire à diriger les services judiciaires de l'État le plus peuplé du pays. Puis en janvier 2017, elle avait prêté serment au Sénat à Washington, s'inscrivant comme la première femme originaire d'Asie du Sud et seulement la seconde sénatrice noire dans l'histoire américaine. Candidate à la primaire démocrate, elle avait jeté l'éponge avant même le premier scrutin en décembre. Même si sa désignation a été accueillie avec enthousiasme par le camp démocrate, elle ne fait pas toutefois par l'unanimité. Certains proches de Joe Biden la jugent trop ambitieuse. Des électeurs démocrates la trouvent trop centriste. Son passé de procureur jugé dur pèse contre elle. Elle est également perçue par certains comme trop engagée sur le sujet si brûlant des violences policières. Côté républicain, Donald Trump l'a dépeinte comme une radicale et a aussitôt cherché à la décrédibiliser. À 78 ans en janvier, Joe Biden serait le plus vieux président américain à prendre ses fonctions s'il remportait l'élection. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Santé Plus, attention encore et encore sur le danger de contamination du coronavirus dont les chiffres continuent d'aller donc à la hausse. Alerte toujours sur le respect de toutes les mesures ou gestes barrières pour vous éviter le coronavirus. Magazine Santé Plus relève ce mercredi l'importance de la distanciation physique et du bon port des masques. Alice Berthe Barandao.
Plusieurs inconnus de la maladie du coronavirus ont amené les experts en santé à exiger de nous distancier d'au moins 1 mètre et de porter les bavettes pour éviter de projeter sur les uns les autres des gouttelettes de salive pouvant contenir le virus du corona, ce qui pourrait facilement nous contaminer puisque nous savons tous que ce virus est très virulent. Docteur Aoku Fanche, médecin de santé publique, coordonnateur du projet régional de renforcement des systèmes de surveillance des maladies au Togo. Ici, il s'agit d'une maladie à transmission respiratoire. Or, nous savons que le temps que passent ces microparticules dans l'air est proportionnel à leur taille. Les plus grosses particules tombent rapidement au sol, alors que les particules les plus fines restent suspendues pendant au moins 8 minutes dans l'air avant de s'assécher et de disparaître de notre... Dans la nature. Oui. Donc, si quelqu'un à côté de nous, vous voyez un peu dans certaines conditions, on est à l'étroit, on est proche, on parle, mais puisque nous ne voyons pas toutes ces microparticules, nous ne prenons pas garde. Donc, les bavettes nous permettent de réduire cette quantité de microparticules-là que nous émettons dans la nature pour éviter aussi de contaminer d'autres personnes. Nous parlons du lavage régulier des mains. Docteur, on va savoir vraiment comment les porter. C'est vrai qu'on en a parlé, mais revenez sur la bonne manière de porter les bavettes pour qu'elles nous servent vraiment de geste barrière. Bon, nous sommes à la radio, donc nous n'avons pas d'image. Ceux qui nous suivent, ils peuvent faire l'exercice avec nous. Nous prenons notre masque par les ficelles. Pour ne pas déjà suer. Pour ne pas déjà déposer des germes que nous aurions pris quelque part sans le savoir sur le masque avant de le porter. Nous entourons l'une des oreilles, nous couvrons le nez jusqu'à l'arête du nez et non mettre la partie supérieure du masque sous les narines. Ce n'est pas pour boucher les narines, mais c'est pour couvrir les narines. Sur le nez. C'est sur le nez. On porte la deuxième ficelle, on ajuste vers le bas pour que ça soit bien sous le menton et de grâce, lorsqu'on l'a porté ainsi, on ne doit plus y toucher. Donc ce n'est pas la peine d'accrocher le masque au menton ou au cou, parce que en mettant la partie qui couvre le nez au menton, nous ramenons les microbes qui étaient là vers les narines, donc nous facilitons notre propre contamination par d'autres germes. Dès qu'on a fini d'ajuster son masque, on ne doit plus toucher au masque avec les doigts. Une fois qu'on est amené à l'enlever, il faut le jeter dans une poubelle pour éviter de laisser traîner pour la contamination ou pour autre usage. Voilà, que l'instinct de survie nous anime tous afin que nous observions vraiment toutes ces mesures barrières pour nous protéger et protéger les autres contre le Covid-19. Autre magazine, il porte sur le parcours de Radio Lomé, la station mère, qui célèbre son anniversaire demain. C'est avec Geneviève Pognon. 67 ans après sa création, Radio Lomé a fait du chemin sur les plans national et international. Elle a contribué à l'émancipation progressive d'une élite politique togolaise. L'essentiel des programmes était diffusé en français et dans certaines langues locales. Radio Lomé, la station du plaisir, a servi donc d'outil de soutien à la politique de développement à la veille et surtout au lendemain des indépendances. La mère des radios cernait et répondait aux attentes des populations en faisant d'elle-même un instrument d'information, d'éducation et de divertissement à travers tout le territoire national. S'agissant de ces programmes, Radio Lomé a su depuis 1953 fidéliser ses auditeurs à travers des émissions variées. Yasmine Adoko, chef des divisions programmes. Dans la grille des programmes, on peut dire qu'on a beaucoup évolué. Des simples émissions musicales et de divertissement. On a aujourd'hui une grille des programmes très variée pour pouvoir répondre aux attentes de nos auditeurs. Actuellement, nous avons une centaine d'émissions. Nous avons des émissions débat. On peut citer par exemple Carte sur table. On peut citer Vision. On peut citer Ce que je sais. Pour les émissions de jeux, l'émission phare, c'est la cagnotte. Nous avons également la loterie musicale. Radio Crochet, c'est la toute première émission sur Radio Lomé et jusqu'à aujourd'hui, nous la maintenons. Il y a des émissions interactives aussi. Nous avons des émissions aussi qui concernent les femmes, des émissions pour les enfants,
des émissions pour les jeunes, des émissions sur la santé, l'agriculture, l'environnement, etc., des émissions culturelles. Nous avons des émissions en langue nationale. Il y a le cabiai élevé. Nous avons même des émissions en anglais. Par exemple, face à la pandémie de coronavirus, en dehors de l'actualité que les langues nationales secondaires donnent chaque matin, nous avons eu à programmer des émissions de sensibilisation sur la COVID-19 dans presque toutes les langues locales de notre pays pour pouvoir atteindre nos auditeurs dans tous les lieux. Il y a toujours des défis à relever, surtout qu'aujourd'hui nous avons une multiplicité de stations radio, que ce soit à Lomé ou à l'intérieur du pays. Radio Lomé a le défi de garder sa place de première radio. Le problème, c'est le manque de personnel et ça se retrouve peut-être à tous les niveaux, mais le manque de personnel freine un peu l'élan des journalistes et animateurs à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. À l'endroit des auditeurs, nous leur disons d'abord merci pour leur fidélité et nous comptons toujours sur eux. En ce qui concerne les actualités, la station du plaisir informe ses auditeurs 24/24 à travers des journaux en français et dans les langues nationales. Étienne Nabédé, chef division des actualités. Je vais commencer par féliciter mes collaborateurs avec qui je travaille depuis quelques 2 ans à la tête de cette division. Ce n'est pas un travail facile. Pour pouvoir informer, il faut que le journaliste trouve l'information. Il faut qu'il trouve l'information qui retienne l'attention de ses auditeurs. Et comment il fait? Il ne reste pas au bureau pour feuilleter dans les journaux et trouver. Donc, la première des choses, c'est d'aller chercher l'information où qu'elle se trouve. Les journalistes se battent chaque jour ici à Radio Lomé pour pouvoir informer les auditeurs que nous sommes, que vous êtes. Maintenant, les informations, elles sont plurielles. Quand on prend la structure de nos journaux, on a 3 grands repères. Il y a d'abord les informations en page nationale, actualité nationale comme on le dit. Il y a ensuite l'actualité internationale qui englobe tout ce qui se passe hors des frontières du Togo. Et après, il y a le sport, l'actualité sportive. Ça, c'est bien dans une autre division, mais ça fait partie des actualités. Alors, l'actualité nationale, c'est composé de quoi? Il y a les reportages et les communiqués de presse et autre chose. Nous avons aussi des magazines. On peut par exemple citer magazine chronique juridique, magazine Santé Plus, agenda culturel, il y a Zoom culturel et puis bien d'autres magazines qui aident l'auditeur à éclairer davantage sa connaissance sur des sujets précis. Depuis 2003, Radio Lomé est écoutée partout dans le monde grâce à son site web www.radiolomé.tg et grâce aux efforts des plus hautes autorités du pays. Victor Kelenga, chef division d'éthique et radio web. Radio Lomé a commencé sa numérisation depuis 2003. Aujourd'hui, c'est un long parcours parce que nous sommes en 2020. Concernant cette numérisation, dès les premières années, nous avons eu à faire tout un changement et acquisition du parc. C'est-à-dire que Radio Lomé s'est doté d'un parc d'outils informatiques très important. On est passé de 3 micro-ordinateurs à 15 entre 2005 à 2009. Et aujourd'hui, nous sommes à plus d'une 50aine. Ceci a permis aussi d'acquérir aussi certains logiciels pour pouvoir améliorer la production. Aussi, en dehors de la numérisation, la direction de Radio Lomé a voulu avoir une visibilité hors du territoire togolais. C'est pourquoi la radio est ouverte sur le monde à travers notre site web, les www.radiolomé.tg. Au début de ce site web, c'était juste pour faire écouter la radio hors des frontières du Togo. Aussitôt le site mis en place, ça a permis de nous faire écouter dans le monde entier. Comme on dit, l'appétit vient en mangeant. Ce site qui était que l'écoute web est devenu un site d'information. À l'heure actuelle, quand vous allez sur le site, les www.radiolomé.tg, c'est une vitrine du Togo. Sur le plan technique, Radio Lomé a beaucoup évolué. De l'analogie, elle est passée au numérique. Assi Toyi, chef division de la basse fréquence. La radio a énormément évolué parce que depuis août 53 à nos jours, la technique est transcendée en deux de tous les jours, c'est-à-dire la production et la diffusion. Quand nous prenons la production, depuis 53 à 2002, la production a été toujours analogique, 100% analogique, c'est-à-dire
Pour aller à une collecte d'informations quelque part, vous avez un agra au dos et les bandes magnétiques dans les mains. Ou alors un autre enregistreur entièrement analogique. Bien, aujourd'hui, ce n'est pas le cas parce que depuis 2003, la production a évolué. Elle était avant 2019 50% ou 115% numérique. Mais depuis 2019, la production en Radio Lomé est entièrement numérique. C'est-à-dire, nous pouvons fournir au réseau FM un signal numérique ou bien au réseau satellitaire un signal entièrement numérique. Tout compte fait, Radio Lomé, la mère des radios, est aujourd'hui devenue un outil de formation et d'information au service de tous les Togolais. Elle doit donc améliorer la qualité de ses prestations pour le plaisir de ses auditeurs. Sport football, c'est ce soir à 19h que démarrent les matchs du Final 8 de la Ligue des Champions avec les quarts de finale. Le PSG est à l'épreuve de l'outsider Atalanta Bergame. Sibi Lawson. La formation parisienne, qui n'est pas un novice à ce stade de la compétition puisqu'elle avait déjà atteint les demi-finales lors de la saison 94-95, devra donc affronter en un seul match la formation italienne de l'Atalanta Bergame, présente quant à elle pour sa toute première participation en Ligue des Champions. C'est un rendez-vous historique pour nous, c'est une grande fierté pour une petite ville comme Bergame de participer à un événement comme celui-là, a déclaré Gian Piero Gasperini, entraîneur de l'Atalanta. Les joueurs parisiens sont arrivés hier mardi dans la capitale portugaise sous contrôle sanitaire strict. Marco Verratti forfait et Kylian Mbappé incertain ont aussi fait le déplacement avec le reste de l'équipe. Le PSG devra se passer également d'Angel Di Maria suspendu. Nous sommes très heureux d'avoir la possibilité de finir le match avec Kylian car cela donne à Neymar, un joueur qui aime jouer à côté de lui, a révélé Thomas Tuchel, entraîneur parisien qui pourrait jouer dans un système de jeu en 4-3-3 où Pablo Sarabia accompagnerait Neymar et Icardi en attaque afin de contrer la machine à 98 buts inscrits en Série A de l'Atalanta. Néanmoins, le club italien devra se passer lui aussi de son gardien Golini et surtout de l'attaquant Josip Ilicic, auteur de 20 buts cette saison. Papou Gomez, le capitaine, Duvan Zapata et autres Luis Muriel seront eux de la partie. En rappel, tous les 8 matchs restants de la Ligue des Champions se joueront en aller simple et à huis clos. Rendez-vous donc ce soir à partir de 19h. Le Caridas de la Ligue Europa, lui, est désormais connu. Après Manchester United et l'Inter Milan, c'est au tour de Shakhtar Donetsk et du FC Séville de valider leur billet pour les demi-finales. Hier mardi, le Shakhtar a étrillé le FC Bâle 4-1, tandis que le FC Séville a épinglé Wolverhampton 1-0. Les affiches des demi-finales se présentent comme suit. Dimanche 16 août à 19h, Séville affronte Manchester United. Lundi 17 août à la même heure, Inter Milan défie le Shakhtar Donetsk. La finale est prévue le vendredi 21 août à 19h, temps universel. Voilà, ainsi se referme ce journal. Et c'était un peu long, actualité oblige. Coronavirus, toujours on en parle, et dans la rubrique sensibilisation, on parle encore du port de masque dans tous les lieux publics qui est obligatoire au Togo depuis le 9 juin dernier. C'est avec Juliette Kamdé. La gestion de la crise du coronavirus est loin d'être terminée. La communauté scientifique et médicale exhorte les politiques à généraliser le port de masques. Une mesure qui revêt une utilité certaine. Au même moment, nombreux sont ceux qui n'ont pas attendu le gouvernement pour porter le masque à toutes leurs sorties. Pour bien porter son masque, d'abord, se laver bien les mains avant de manipuler le masque par les élastiques. Il faut ensuite tirer pour bien le déployer sur le nez et la bouche et ajuster la barrette nasale s'il s'agit de masque chirurgical. Une fois le masque posé, il est recommandé d'éviter de le toucher. Pour le retirer, il faut l'attraper par les élastiques. Évitez que le nez et la bouche ne se retrouvent en contact avec la face externe du masque. Ensuite, les masques à usage unique doivent être immédiatement jetés dans une poubelle fermée, puis se laver les mains.
Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg